Yaurana, Kuraura, quand l'écologie et la construction durable se rencontrent, ça donne des projets comme Objectif Terre. Parlons-en aujourd'hui avec David Chauvin, architecte et membre de l'association Objectif Terre Yaurana. Bonjour. Et nous avons aussi Johan Chao, ingénieur et membre de la même association Yaurana. Voilà. Comment l'architecture, l'ingénierie et l'éco-responsabilité se combinent pour créer un avenir plus durable, c'est ce qu'on voit tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. Les années passent, chacun décidera d'investir dans son avenir et pour beaucoup, ça passera par la construction d'une maison. Oui, mais comment? Une maison en dur, une maison en bois, un chalet sur pilotis. Et puis, attention, au Fénois, on est confronté à des défis, que ce soit la météo, les cyclones, et puis un incident est si vite arrivé. Et si en plus, on veut réduire l'empreinte écologique de sa construction, oh là là, ça devient très rapidement un casse-tête sans nom. Ou pas. Aujourd'hui, on va découvrir une manière de construire tout en développant les matériaux locaux, durables et sensibiliser la population à des modes de vie respectueux de l'environnement. Justement, David, on parle dans cette optique, dans cet objet de l'association Objectif Terre. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de cette association ? Un grand merci de nous avoir invités aujourd'hui pour pouvoir parler de cette association qui a 10 ans et qui effectivement est née d'un constat au moment des Assises de l'Habitat en 2015, organisé par le pays avec les partenaires de métropole pour pouvoir un peu évaluer le logement social en Polynésie et la construction qui n'était pas suffisante puisqu'on sait qu'il manque 15 à 20 000 logements sur la Polynésie actuellement. Et sur cette base, il y avait une délégation du développement durable, du ministère du développement durable, qui nous a soumis un peu cette question, pourquoi ne fait-on pas plus d'autoconstruction en Polynésie ? Alors, autoconstruction, déjà, on s'arrête sur ce thème. Qu'est-ce que c'est ? L'autoconstruction, c'est le fait de pouvoir faire soi-même, sans avoir une compétence particulière dans la construction, son logement. Ah, donc en fait, ça porte bien son nom. C'est toi-même qui construis ta baraque. Exactement. Tout simplement. Tout simplement. Dans cet objet-là, on parle donc avec Objectif Terre de construction en terre. Toi, Johan, comment est-ce que tu t'es intéressé à ce projet au tout début ? Eh bien, c'est un procédé qui s'inscrit, comme l'a dit David, dans les assises de l'habitat. On a trouvé un procédé qui permettait de répondre à des besoins écologiques, on va dire, et qui nous a permis de se retrouver, moi en tout cas, sur les compétences de structure par rapport aux problématiques anticycloniques où c'est réglementaire localement. Et c'est ce qui m'a attiré, en tout cas, pour répondre à ta question sur ce procédé. On va en parler dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Mais on rentre dans le vif du sujet avec la première question, David. Pourquoi de la terre ? Pourquoi de la terre ? Parce que c'est un matériau qui est disponible en très grande quantité et qui déjà est charrié énormément par le fait on commence à construire dans la montagne. Les plaines sont déjà, en tout cas dans les grandes agglomérations, très occupées. Et donc, il est abondant et il est facile d'accès. Donc, par rapport à cette idée, donc la terre nous permet finalement de construire des différentes constructions. Aujourd'hui, c'est encore en cours d'inauguration pour certaines techniques. Mais vous avez essayé déjà de pouvoir voir avec d'autres matériaux où vraiment, la base, c'était uniquement de la terre, au tout début. Alors, c'est vrai que la contrainte qu'a rappelé Johan et qui est problématique par rapport à l'autoconstruction, c'est l'anticyclonique. On veut construire des logements qui résistent au vent cyclonique et quand on fait ça de manière artisanale avec des connaissances faibles, eh bien, on n'obtient pas ce résultat. Par exemple, le Faré MTR a été conçu par un collège d'architectes et d'ingénieurs. C'est, je pense, une réussite, même si pour certains côtés, elle peut être contestable, mais en tout cas, elle a permis de construire des logements faits pour ça, cette résistance. Or, aujourd'hui, il y avait l'idée d'offrir une alternative à cette solution avec d'autres avantages et une variante qu'on espère qui plaira aux gens. Alors, parlons de ces normes anticycloniques. Johan, c'était nécessaire de pouvoir avoir justement ces normes. Tu peux nous en parler ? De manière assez pragmatique, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des cyclones en Polynésie française comme un peu partout ailleurs, et depuis 1983, où il y a eu de gros dégâts sur la Polynésie française, il y a eu un arrêté qui est sorti qui a dit que dorénavant, il est obligatoire de construire en respectant les normes anticycloniques, où on a fixé une valeur de vent
qui permet de dire, voilà, les constructions doivent résister à ce vent. Alors, on le sait bien, hein, puisque les choses vont se mettre petit à petit en place. On ne peut pas dire que affirmer aujourd'hui telle construction ou telle construction est anticyclonique, mais vous faites en sorte que justement ça puisse respecter ces normes aujourd'hui avec ces constructions. Alors aujourd'hui, si il n'est pas encore prouvé que ça l'est d'un point de vue factuel, il demeure que dans la pratique, on a la certitude que ça résiste au vent cyclonique. Bien sûr. D'autant que le procédé est déjà agréé antisismique en Californie. Alors, il faut quand même qu'on puisse parler des avantages et des inconvénients. J'ai fait quelques petites recherches sur ces maisons en terre. Il y a énormément d'avantages, comme par exemple le fait que ça ne prenne pas la chaleur ou c'est anti-incendie, on va dire ça comme ça. Bah, ça a une très forte capacité de résistance à l'incendie, puisque la terre, comme les fours à pizza, voilà, suivant l'épaisseur qu'il y en a, ça a les caractéristiques de résistance autant au niveau incendie, autant au niveau thermique, puisqu'il y a eu un prototype dont on va parler, David, un peu plus dans les détails tout à l'heure, à l'université, qui a fait l'objet d'une étude particulière et spécifique pour la thermique. Avant de parler justement de ces prototypes, il faut quand même qu'on puisse parler des inconvénients. Comme toute chose, il y a des inconvénients. Ça serait quoi ces inconvénients, David ? C'est que l'architecture n'a pas une dimension purement constructive, elle a une dimension culturelle. Et que donc, la construction en terre fonctionne beaucoup avec sa masse et son poids, et elle engendre des formes qu'on peut contourner, mais disons qui font partie d'une démarche qui peut prendre un peu de temps. Et donc, voilà, le premier frein, c'est on ne sait pas ce que c'est, et ça donne des formes dont on n'a pas l'habitude. Okay. Par rapport à tout ça, bon, pour les connaisseurs du BTP, est-ce qu'il y a une base, une fondation comme il y a dans certaines maisons aujourd'hui, ou est-ce que vraiment on vient avec de la terre? Alors, je résume grossièrement, excusez-moi, hein, mais est-ce qu'on vient juste avec de la terre et poup, on fait sa petite maison? Non, la question de la fondation n'est pas changée par la question de la terre. Sa forme, oui. Ce qu'on a fait comme fondation sur le prototype de Teva Utah, c'est qu'on a mis des sacs de billes de verre roulées, de récupération, donc de recyclage, pour éviter les remontées capillaires. Et on avait un sol qui était bon, donc l'assise, elle est assez sommaire. Mais effectivement, l'ingénieur structure ou des géotechniciens nous diraient que ce n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire comme ça sans réfléchir. Un élément aussi qui me semble important à pouvoir souligner, ce n'est que de la terre, il n'y a pas de petit mélange avec du béton, du ciment, des briques, ou tu sais, dans les îles, on utilisait de la soude de corail dans certains bâtiments. Est-ce que dans ces projets-là, il n'y aura que de la terre ou ça sera un mélange pareil? Alors, effectivement, on est dans un processus de recherche et développement. Donc, il faut bien comprendre que pour l'instant, on a fait les choses de la manière la plus simple possible pour commencer à voir comment réagissaient les matériaux et les formes. Et donc, bien sûr que dans cette terre, on va même appeler ça un béton de terre. C'est-à-dire qu'on met un liant et qui est soit du ciment, soit de la chaux. Le ciment, il vient de l'extérieur. La chaux peut être fabriquée localement. Ça a été fait pendant des années, les premières constructions coloniales. Donc nous, l'objectif, c'est de tendre vers cet objectif de matériaux purement locaux. Mais il y a un mélange. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, Johan, que c'est du solide? Bon, tu nous as déjà divulgué l'information en nous parlant donc de ces normes anticycloniques, même si tout est encore à homologuer, à prouver scientifiquement. Il y a une certitude que, en tout cas, ça résiste à des vents forts, et tu nous as même dit que ça résistait au séisme. Oui. Dans ce sens-là, tu peux nous décrire comment est-ce que, justement, on peut être sûr? Il y a eu des études, je suppose, sur ce genre de construction. Alors, il y a eu énormément d'études et, à vrai dire, le béton de terre, il existe déjà depuis, je sais pas, les années 1920, 1930. Donc, c'est pas tout à fait récent, sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas le niveau de connaissance qu'on a aujourd'hui sur les techniques de construction en terre, qui sont en train de se développer un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Mais nous, ce qui est certain pour répondre à ta question, c'est qu'il y a déjà des études, des essais en laboratoire qui ont été réalisés, des essais mécaniques, des résultats factuels qui prouvent déjà la résistance. Et justement, en parlant donc de ces prototypes dont on vous parle depuis le début de l'émission, David, le premier prototype a vu le jour dans les îles, c'est bien ça? Exactement, donc c'est un confrère architecte, Mathieu Ambert, qui s'est lancé dans cette aventure le premier, avec une technique rudimentaire. Et donc, il a fait ce premier prototype sur une île au Tuamotu. Et ce bâtiment n'a pas été terminé parce qu'il a été fait pour faire un premier test.
Ensuite, on a eu, je ne sais pas si, tu veux que je parle des suivants? On va en parler des suivantes au fur et à mesure, okay, mais en tout cas celle-là, voilà. Aujourd'hui, donc elle a été faite dans les îles et ça a été le tout premier prototype finalement en Polynésie. En Polynésie, exactement. Et c'est quelque chose qui est important à souligner, c'est que c'est pas une nouveauté, hein, comme le disait Yoann un peu plus tôt, c'est même quelque chose qui existait déjà depuis des millénaires dans d'autres civilisations. Exactement, c'est une technique qui est vieille comme l'Antiquité. Et donc, que ce soit en Mésopotamie, dans le continent africain, le continent nord-américain. Donc, effectivement, ce n'est pas une idée très nouvelle. C'est une idée qui n'a pas tellement son intérêt en Océanie parce qu'on était dans des constructions éphémères. Le principe de construction en Polynésie traditionnelle, on fait un habitat léger mais qui permet de résister à la pluie et au vent. Et s'il y a un cyclone, le bâtiment se couche, il est simplement ligaturé, il est souple. On faisait des constructions souples, ça se couche, et puis en 2 jours, on remonte notre bâtiment après le cyclone. Aujourd'hui, on a un mode de vie qui ne permet plus d'accepter ce genre de contraintes, et donc il faut chercher des matériaux et des solutions qui permettent à la fois d'utiliser du matériau local pour une architecture vernaculaire, et à la fois à obtenir le confort d'une vie moderne. J'aime ta phrase, on va chercher. Ça tombe bien, c'est la prochaine question. Yoann, on va chercher cette terre, ces éléments, où est-ce qu'on sera obligé d'aller prendre la terre du voisin pour pouvoir faire sa maison, ou en imaginant, en se projetant dans ce genre d'idées? Alors on a plusieurs réponses à la question, mais l'idée première, elle est de prendre la terre à même le sol, à même le terrain sur lequel on construit. Donc on a eu plusieurs, sans le développer de trop, mais par exemple, dans les Tuamotu, on n'a pas la même terre qu'ici en Polynésie française. Et ben, on a étudié également cette question, puisqu'une députée nous avait, Mariana Sage à l'époque, nous avait posé la question de comment on peut le faire là-bas, puisqu'on n'a pas la même terre, etc. Donc, l'idée première, pour répondre à ta question, c'est de prendre la terre à même le sol. Et après, il y a forcément ces études qui sont spécifiques à la nature du sol ou à la nature de la terre. Est-ce qu'on peut en faire? Mais on peut le faire avec toutes les terres. Tu as plus ou moins déjà répondu à la prochaine question, mais je préfère être sûr. Toutes les terres peuvent être utilisées, même par exemple dans certains endroits, il y a de la terre un peu rocailleuse. Alors, bon, en le disant, évidemment, j'exagère un peu, mais ça, c'est la réponse, on va dire, pragmatique et l'idée première du procédé de construction qui consiste à prendre la terre à même le sol. D'accord. Après, si on veut pousser la réponse de manière un peu plus factuelle et en allant du côté de l'assurance, puisque c'est un procédé de construction qui, si on veut pouvoir le reproduire à plus grande échelle ou pour répondre aux besoins de logement, eh bien, il va se poser la question de l'assurabilité de la construction. Et à ce moment-là, il nous faudra prouver un certain nombre d'éléments, dont la résistance au vent fort, au cyclone et tout. Et à ce moment-là, il nous faut étudier la terre en question. Et là, il y a nécessairement des études qui devront être plus ou moins poussées, l'idée étant d'en faire le moins possible pour pouvoir réaliser ça en autoconstruction. Transition parfaite, puisque là, on va partir sur le deuxième prototype qui existe donc depuis 2017. Et ce projet-là nous permet, David, de se rendre compte que ce genre de construction sont vraiment durables, puisque ça n'a pas bougé. Alors, oui, le deuxième prototype a été construit à l'université de Polynésie, à côté du GEPA Sud, qui est justement le laboratoire de recherche. Et on a fait un petit élément de 2 mètres par 3 et par 1,50 m de haut, avec une couverture en tôle sandwich. L'idée étant de voir le comportement dans le temps et par rapport aux intempéries. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi quand on dit on prendrait n'importe quelle terre, c'est que quand on construit en béton, on va sélectionner des matériaux extrêmement propres, extrêmement calibrés pour obtenir une résistance énorme. C'est-à-dire qu'on peut construire un bâtiment de 50 étages en béton. Nous, on sait que la construction qu'on vise, ce n'est pas des bâtiments de 50 étages, ni même de 5 étages. Nous, on fait de la maison individuelle en R+1. Donc, on va adapter la capacité de résistance de notre matériau aux faibles performances qu'on attend d'elles parce qu'elles ne seront pas tellement sollicitées. Donc, normalement, pour employer un terme un peu technique, on doit 25 ou 30 mégapascals de résistance à la pression ou à la compression. C'est ça, c'est ça, Yoann. C'est bien ça. C'est ça. Et, or, nous, avec 2,5 à 10 fois moins, ça marche. D'accord. On arrive à faire une maison en R+1 avec 2,5 MPa. Oui, le Par contre, on élargit le mur. C'est-à-dire qu'on n'a plus un mur de 16 cm. Parce qu'effectivement, quand un mur est cher et très solide, on va le faire le plus petit possible. Parce qu'à l'intérieur, on va mettre du ferraillage qui va permettre de reprendre tout un tas d'efforts. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un gros mur, on fait une espèce de tas de charge. Donc, c'est pour ça qu'il peut être plus simple
et avec un matériau beaucoup moins calibré. Et donc, en fonction de ça, l'idée, ça serait de faire, dans l'idéal, quand on construit sa maison et qu'on teste sa terre, on fait une éprouvette et on la fait tester. Il y a même le lycée de Taunoa qui le... Taoné. Taoné, Le pardon. diadème. Du Diabden qui fait des essais. Et donc, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs lors de notre prototype. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on a une valeur. Et donc, voilà, ça permettrait de se dire, oui, est-ce que ma terre est bonne avant avant de construire, on fait faire un essai, ça coûte 5 000 francs et voilà. Et puis il y a des techniques aussi qui peuvent qui permettent de mieux voir aussi de quoi est-ce que l'on parle. Super Adobe, c'est une technique simple mais diablement efficace. Yoann, est-ce qu'on peut en parler de cette technique du Super Adobe? Oui, on va dire que ce dont parlait David par rapport au fait que ça existe déjà depuis des millénaires, il y a plusieurs techniques. Le Super Adobe, te répondre précisément sur à partir de quand il a existé, je sais pas, je connais pas la date précise, mais en tout cas c'est dans les années 1900. Et en soi, ces techniques-là consistent à remplir des sacs. Ok. Donc des genres de boudins en fait. Tout à fait. Qu'on vient dérouler, qu'on vient remplir avec ce fameux béton de terre dont la composition est plus ou moins différente suivant la nature du sol que l'on a en place. Et les lieux que l'on va mettre, soit en ciment, soit en chaux, où il y a encore d'autres techniques. Mais la base du Super Adobe, c'est celle-là. C'est celle de remplir des sacs en boudin pour pouvoir faire la forme architecturale que l'on veut, construire et avoir la bonne résistance appropriée. Et justement, il y a eu un troisième prototype dans ce sens, David. Oui, exactement. Et je voudrais compléter ce que vient de dire Yoann sur la très belle histoire du Super Adobe. C'est que à l'origine, c'est un appel d'offres de la NASA pour construire des bases lunaires. C'est-à-dire que quand les Américains ont commencé à imaginer dans les années 60-70 de coloniser la Lune, ils ont demandé comment on pourrait construire sur la Lune sans emmener des parpaings. Ouais, c'est trop bien. Donc potentiellement, on aurait eu des dômes sur la Lune. Exactement. Donc il y a un architecte irano-américain qui a proposé cette solution. Elle n'a pas eu de suite puisque effectivement les programmes lunaires se sont un peu réduits et même annulés. Et il a développé en Californie cette technique qui est aujourd'hui, on a repris comme première base. D'ailleurs, c'est pas forcément la seule. Le président de l'association Objectif Terre travaille aussi sur la brique de terre crue. Donc voilà, il y a une possibilité d'étendre un peu les techniques avec de la terre. Et donc le troisième prototype nous a aidé à construire ce troisième prototype par un formateur de l'association Calers aux États-Unis où avait enseigné le fondateur de cette technique. Et donc il nous a permis en 15 jours de construire un dôme d'environ 2,50 m, 2,50 m intérieur, et il doit bien faire 4,50 m de haut, parce qu'il y a donc une forme qui est calibré pour pouvoir obtenir les résistances et les protections à la pluie qu'on espère. Alors là, on entend les différentes distances finalement des bâtiments que vous avez pu faire, des prototypes. Mais Yoann, question importante, est-ce qu'on peut aujourd'hui choisir l'architecture de sa future habitation si je veux, alors peut-être pas avec étage, on en a parlé tout à l'heure avec David. Sur la base de cette technique. Mais sur la base de cette technique, est-ce que c'est possible de pouvoir imaginer une architecture propre? Alors, nous, à notre stade, à nous de connaissance avec David de la question, ça fait à peu près 10 ans qu'on regarde le sujet, on peut dire oui. Pour autant, il n'est peut-être pas donné à tout le monde de pouvoir aujourd'hui envisager ça de cette façon-là. Il y a des formes architecturales de base qui font que, on va dire, la construction, elle est autoportante, elle est autosuffisante d'un point de vue solidité. Après, quand on veut venir faire des formes architecturales qui sortent un peu de l'ordinaire ou de en tout cas du solidité. procédé de construction tel qu'il a été imaginé, c'est un peu plus risqué. C'est là où nous, dans l'intérêt qu'on peut avoir respectivement et moi personnellement par rapport à la première question que tu posais, c'est justement de pouvoir adapter ce procédé de construction ou ces techniques de construction à des formes architecturales qui sortiraient encore de l'ordinaire. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, ils ont des constructions en terre de forme rectangulaire, de forme totalement différente de ce procédé-là. Et qui pourrait être réalisé avec ce procédé de construction, moyennant un certain nombre de dispositions constructives prévues par des normes néo-zélandaises. Mais voilà, il en existe plein des exemples comme ça, donc sans trop m'étaler sur la question. Oui, c'est possible, mais pas n'importe comment. Oui, avec parcimonie, plus on rend finalement l'architecture complexe, plus il devient complexe aussi de pouvoir construire. Puis il est nécessaire d'avoir des architectes, des ingénieurs qui viennent. L'idée, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était de venir à une forme d'autoconstruction
Et un des objectifs qu'on avait à l'époque et qu'on présentait à l'ADEME, c'était de pouvoir rendre une construction assurable en autoconstruction et avec un savoir-faire le plus minime possible, que chacun puisse construire son propre logement. Et c'est justement pour ça aujourd'hui, pour terminer l'émission rapidement, que vous cherchez à faire un 5e prototype pour essayer tous les éléments que vous avez récoltés depuis 10 ans et essayer une architecture. Tout à fait. Les 4 premiers prototypes ont servi à valider l'idée que ce matériau pouvait être pertinent en Polynésie. Et maintenant, il faut qu'on prouve que ça peut faire une architecture vivable. Donc aujourd'hui, l'objectif final de ce projet, après avoir fait ce prototype, bien sûr, c'est de pouvoir le rendre accessible à tout un chacun. Exactement. Dans quel sens? Est-ce que les gens seront formés, je suppose, à ce genre de technique pour pouvoir rester dans certaine manière, exactement, à travers l'association, de la formation et tout partenaire public qui sera intéressé et avec qui on collaborera avec grand plaisir. Et donc, c'est important de pouvoir aussi souligner, Johan, les organismes qui aujourd'hui vous soutiennent. Il y en a quelques-unes quand même. Il y en a eu un petit paquet, effectivement, qu'on a dû solliciter pour déjà de répondre à un concours national au moment des assises de l'habitat, lancé par le ministère du Développement durable et de la cohésion des territoires en métropole. Et dont le secrétariat du dispositif financier était l'AQC, l'Agence Qualité Construction. Donc, c'est quand même eux qui visualisent un peu tout ce qui peut exister en matière de pathologie. Et sans développer cet aspect-là, sur les aspects partenaires, il y a ceux-là, puisqu'on a répondu à ce concours. On a eu le soutien des partenaires que je vais citer, du coup, parmi lesquels on a l'ADEME, on a le ministère de l'Énergie à l'époque, on a eu le CESC, la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement, on a eu des assureurs qui nous ont soutenus également. On a eu la CCISM, on a eu qui dote le CEFI au travers des formations, l'université, un grand partenaire. Les enseignants-chercheurs de l'université, justement. Et bien sûr, toutes les personnes comme vous qui font partie de l'association et qui ont œuvré pour toutes ces recherches. Justement, ne bougez pas les amis, puisque la construction durable et l'écologie peuvent rimer avec innovation et accessibilité, même dans un territoire insulaire comme le nôtre. Pour terminer, comme d'habitude, voici vos questions express préparées par notre équipe. Oui, bonjour à tous, Franck Tobiz, en fait, donc ingénieur grandes écoles, en fait, mais professeur de mathématiques. J'ai rencontré Johan dans le cadre, en fait, de cette association Objectif Terre, dont la mission, il m'a confié une mission qui est la communication, la sensibilisation, la valorisation de cette technique qui s'appelle le Super Adobe. En soi, c'est un plaisir en fait de pouvoir participer à un programme comme celui-ci, qui est dans un climat général en fait global, mondial en fait, qui est cet impact sur les gaz à effet de serre, cette sensibilisation que l'on a tous en fait vis-à-vis du côté écologique. Alors, le fait d'être sur l'eau pendant pas mal d'années, en fait, en solitaire, effectivement, j'ai été très sensible, en fait, à cet impact que l'on a sur l'environnement. Et je trouve que cette technique, en fait, de construction de maison me semble particulièrement adaptée dans la zone géographique dans laquelle nous sommes. Là, notre association Objectif Terre, en fait, a pour objectif de sensibiliser, de valoriser cette technique qui est le Super Adobe, une technique de construction extrêmement simple à mettre en œuvre, en fait, et qui est très respectueuse de l'environnement. Il s'agit, en fait, de prendre la terre que l'on a sur le terrain et l'amasser dans des sacs pour en faire des boudins, et puis construire en fait comme cela, étage par étage en fait, et construire une maison. Ensuite, avec un système de torchis mélangé avec de la chaux, de la terre avec de la chaux, eh bien on vient colmater en fait pour faire une structure qui est très agréable en fait, avec une régulation thermique en fait notoire, une acoustique agréable qui est meilleure pour le sommeil. Il est essentiel de valoriser cette technique de construction parce que
Tout un chacun peut le faire chez lui, donc c'est extrêmement facile, ça demande un peu de temps, un peu d'investissement, mais nous avons une technique qui est à la portée de tous et qui est assez peu connue en fait. On connaît les constructions en bois, en parpaing, en aluminium. Alors l'impact sur l'écologie, en fait, il est indéniable en fait. Puisqu'on utilise simplement les matériaux locaux, naturels. On a tout sur place et puis on réalise notre maison avec les matériaux locaux que l'on a à notre disposition. Et aujourd'hui, non pas 2 ni 3, mais une seule référence, mais de qualité. Vous avez bien sûr le site internet objectifterre.pf. Vous y trouverez des articles sur les principes de l'éco-construction, notamment la technique du super adobe, voire des ateliers, les référentiels, les missions de concertation, les études structurelles, le bilan carbone, bref, tout ce qu'il faut pouvoir trouver sur ce sujet, les partenaires de l'association, les prototypes construits et surtout l'équipe derrière ce projet. Pour terminer, vous avez très rapidement leur page Facebook qui est disponible grâce à leur site internet. Il y a toutes les photos si vous voulez vous y renseigner. Justement, on vous contacte si jamais on est intéressé, David, directement grâce à la page Facebook ou le site internet. Fait, exactement. Merci beaucoup d'être venu nous avoir parlé de ces projets. Et merci beaucoup aussi à Johan d'être venu pour nous parler de cette association Objectif Terre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Maururu itutatu faririr a trahuma parhane.